première année, on perd de l'argent. La première année, tu as donné 1 an et demi de ta vie à un projet. Tu te retrouves avec une salle qui n'est pas très remplie parce que finançons ces projets par des partenaires, rendons l'expérience gratuite pour le grand public et amenons le public à faire un don pour rénover tout ou partie des monuments qu'on traverse. Quand tu leur dis que tu vas faire un concert électro dans un palais Rouen à Strasbourg ou autre, forcément c'est pas gagné, parce que entre ceux qui pensent que tu vas faire une rave party avec et les autres qui connaissent à peine la musique électronique et autres, donc c'était vraiment très dur. Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de Comment faire kiffer les gens. Je suis très heureux d'accueillir Mathieu Gauthier aujourd'hui, un Mosellan d'origine qui est aujourd'hui le directeur commercial de TF1 Factory. Mais il a aussi fait plein de choses, le festival Light for Life à Metz, le Monumental Tour avec Michael Canitro, il va nous en parler, donc qui mixe concerts électro, techno avec des monuments historiques du patrimoine. Plein de choses justement pour faire kiffer les gens, j'en passe, je pourrais pas tout dire dans l'intro de ce podcast. J'espère que tout va bien, Mathieu, on est en fin de journée, un jeudi, et moi tout va bien de mon côté. Salut Morgane, écoute, tout va bien, l'agenda est bien chargé sur cette fin d'année, mais je suis très content d'être là et de partager ce moment avec toi. Super, là t'es à Metz, c'est ça, t'es chez toi, tu fais du Exactement, et on dit Metz pour Metz. comme ça au moins pour tous les Messins et les Mosellans qui nous écoutent. Ça y est, j'ai fait une erreur. Moi, je viens du sud et je prononce toutes les lettres. Tu vois, je suis sur Lyon et il y a des S à la fin de certains mots que je devrais pas dire. Bon. Écoute, je te laisse te présenter. Qui est Mathieu Gauthier? Quel âge as-tu? Donc là, on vient de savoir que tu es à Metz, mais je te laisse nous en dire plus sur toi. Eh bien, écoute, je suis Mathieu Gauthier. Je suis né à Petite-Rosselle, qui est vraiment dans l'est de la Moselle, juste à la frontière de l'Allemagne, donc une toute petite ville. Et j'ai 37 ans. Et j'habite aujourd'hui Saint-Julien-les-Metz et je partage ma vie entre effectivement Metz et Paris, puisque je travaille chez TF1 au sein d'une filiale qui s'appelle TF1 Factory. Et j'ai une deuxième vie effectivement à côté, puisque je suis également cofondateur et coproducteur du Monumental Tour, que j'ai fondé il y a 4 ans, cofondé avec Michael Canitro, et qui a fait un beau bout de chemin depuis. Il y a beaucoup de choses à dire sur ta carrière par rapport à toutes les recherches que j'ai pu faire et c'est pour ça que cet épisode m'intéressait. Donc j'ai cru comprendre que donc avant d'arriver bien sûr chez TF1, Monumental Tour, etc., tu organisais déjà pas mal de soirées en étant étudiant. Ça a été peut-être une vocation chez toi de justement d'organiser ces moments de plaisir, de kiff pour justement des étudiants ou différents publics. Explique-nous d'où ça vient Ouais, effectivement, pour être totalement franc et honnête, moi j'ai fait des études dans des lycées techniques où il y avait une population principalement masculine, tu vois, donc c'était pas simple de rencontrer du monde et de faire des connaissances, rencontrer des filles et autres. Et avec une bande de potes, on s'est dit, mais comment on peut faire, tu vois, pour rencontrer du monde, rencontrer des filles, etc. Et c'est comme ça que sont nées les premières soirées étudiantes. Et évidemment que elles sont pas toutes avec le même but aujourd'hui, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est né. J'avais, je crois, 14 ou 15 ans à l'époque. Et on a commencé par faire une toute petite asso entre potes, comme beaucoup de BDE ou ce genre de choses, où l'idée c'était de réunir un maximum de monde, faire de la billetterie, faire des DJ, faire du kiff, comme tu disais. On se donnait comme ambition d'être créateur de souvenirs à l'époque, tu vois. Donc ça a commencé très tôt. Ouais, ça résonne vachement, ouais. Pas de souci avec ça. Et on a commencé par des petites soirées de 50 personnes jusqu'à arriver à des soirées de 1000, 1500, 2000 quand on avait 18, 19 ans, tu vois. Donc on a monté assez vite. Ça se faisait où ça? C'est au lycée du coup? Toujours dans le même coin que de Petite-Rosselle, Forbach, ce qu'on appelle chez nous la Moselle-Est, qui regroupe un peu toutes les communes autour de Forbach et de Petite-Rosselle, de Grosse-Biedershof, etc., etc. Et du coup, effectivement, ça a été ma formation en événementiel, quoi. Entre, je dirais, 14... Niveau rencontre. Ouais,
Clairement, évidemment, on a eu des échecs, mais toutes les soirées ont bien marché. Elles ont toujours été sold out quasiment. Et puis avec l'argent qu'on faisait sur la première soirée, on achetait de l'équipement pour en faire une deuxième plus grande, et etc., etc., etc. Et on s'y est pris au jeu longtemps parce enfin, ça a été vraiment un début de vocation de carrière. Moi, je faisais des études d'informatique en parallèle. J'ai fait un bac d'électronique et j'ai enchaîné avec un BTS d'informatique industrielle, donc très très loin de cet univers-là. Et j'ai switché au moment où je me disais qu'en fait c'était vraiment là où je prenais le plus de kiff et que je me sentais le mieux. Donc et à partir de la licence, c'est là où j'ai switché sur plutôt une licence de com, RP, événementiel, etc. Et c'est ce qui a fait mon début de carrière dans l'événementiel, quoi. Ok. Et ça a marché niveau rencontre, c'est ce que je voulais savoir aussi, niveau rencontre de filles et tout ça. Je- Oui, oui, bah en tout cas, ce qui est sûr, Et c'est t'as qu'on avait parté. on a beaucoup, on a beaucoup plus rééquilibré, si tu veux, dans le réseau social, les filles et les mecs que c'était le cas au lycée, quoi, si tu veux. Bon, ça va alors, comme quoi il y a aussi cette partie-là qui a bien marché. Et on a Et créé comment des couples, tu Ah, vois. t'as créé On a des créé couples? beaucoup de couples qui se Ah, sont ça, rencontrés aux c'est cool. soirées et autres, donc c'est des belles histoires. Ah, cool, cool, cool. Euh, T'as continué quand l'événementiel? Parce qu'après, tu me dis, jusqu'à 18 ans, t'as fait ces soirées. Et ensuite, t'es allé bosser dans une agence, c'est ça à un moment? Je sais pas par Non, rapport à ton école, comment est-ce que c'était? j'ai continué jusqu'à 20-21 ans à faire des soirées étudiantes, jusqu'à la fin de mon BTS où j'étais en alternance. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé des questions en me disant, mais en vrai, ouais, c'est pas forcément dans l'informatique que j'ai envie de continuer, même si j'adore ça et que je suis un peu un geek, mais euh, et j'ai rencontré par des connaissances, croisé le patron de mon père qui m'expliquait qu'il y avait des filières événementielles qui existaient, si tu veux, sur le territoire, parce qu'on remonte à il y a 20 ans, donc c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Mhm. Et que par chance, le meilleur ami de son fils avait une agence d'événementiel à Metz, et qui m'a arrangé un rendez-vous avec lui pour en parler, etc., etc., et qui m'a pris en alternance, si tu veux, en agence événementielle. Et c'est C'est comme ça Australia que, Event, c'est ça? exactement, avec Patrick Scharf à l'époque, qui m'a pris sous son aile, qui m'a appris le commerce de l'événementiel, parce que dans l'événementiel, il y a plein de métiers, mais celui-ci est particulièrement important. Et on a sillonné toute la Moselle et les régions alentours pour essayer de vendre des événements, commercialiser des choses, etc. Et ça a été hyper formateur pour moi, puisque juste après, j'ai pris pendant un an la responsabilité de l'agence au Luxembourg qu'ils essayaient de développer, et on a continué ce business-là au Luxembourg, quoi. Ok. Ouais, très intéressant. Et du coup, là, tu disais, enfin, tu sillonnais la Moselle pour vendre des événements, c'est-à-dire c'était vos créations, ou en tout cas, tu allais voir des marques qui, pour leur marketing, pourraient faire des événements, etc. C'est quoi c'était Ouais, quoi le c'était but plutôt de dans ce ça? sens-là, c'est-à-dire qu'on allait à la rencontre à l'époque d'annonceurs, d'industriels et autres qui Hmm. avaient besoin enfin, qui ont tous les besoins corporate qu'on connaît aujourd'hui, hein, c'est-à-dire les assemblées générales, les anniversaires, les séminaires, etc., etc. On essaie de leur présenter les solutions, de les vendre, de les mettre en place, de les produire, etc. Ok. Et donc, tu étais cantonné au commerce, ou est-ce que tu étais sur l'opérationnel aussi, la gestion de projet, etc. Non, j'avais été recruté plutôt sur le commerce et Mhm. du coup, j'étais vraiment cantonné là-dessus, même si j'avais évidemment quelques impulses sur la créa, sur la prod et autres, puisque j'en faisais quand même pas mal à côté, donc j'essayais de mixer un petit peu les deux mondes, quoi. Parfait. Et là, si on fast forward, si je dis pas de bêtises, on est à peu près en 2007 là, c'est Là, on doit ça? être effectivement autour de 2007, ouais, je dois avoir 21 ans, 22 ans, ouais. Et donc Et, 2008. et Il y a 2008, Night for Life qui commence. Enfin, en tout cas, c'est ton profil LinkedIn qui dit ça. Donc, ouais, c'est à peu près ça, exactement. En fait, c'est mon arrivée à Paris qui déclenche, enfin, effectivement, qui accélère un peu tout ça. Euh, c'est Goom Comme quoi, Radio, c'est ça. Donc, pour exactement. le côté pro, donc tu vas bosser chez Goom Radio, qui est Vas-y, tu le présenteras mieux que moi, parce que je vais dire des bêtises. Non, non, mais pas de souci. Mais l'histoire de Goom Radio, elle est assez particulière parce que j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui s'appelait Thomas Pawlowski, qui travaille chez Énergie à Strasbourg et dans mon école en licence, il était intervenant, c'est lié d'amitié. Et il m'appelle un an après en me disant, écoute, je viens d'intégrer une grosse start-up parisienne, monte à Paris, je pense qu'il y a un job pour toi. Et évidemment, je monte à Paris. J'étais en alternance, j'allais être pris chez Saint-Gobain et tu vois, enfin, c'était assez tracé dans mon esprit. Et Mhm. évidemment, je suis tombé coup de cœur. Grosse start-up qui avait levé 20 millions d'euros à l'époque. C'était une start-up de Roberto Surleo et d'Emmanuel Jair qui se voulait le premier bouquet de web radio numérique. C'était le début des web radios. Euh, et
exactement en même temps que Spotify s'est lancé et Deezer. Donc, tu vois, on était dans cette période-là où il y avait à peine la 3G, où c'était un peu l'ébullition autour des web radios. Et je suis arrivé dans une boîte qui produisait de la radio, de la web radio avec des émissions, etc., comme les radios FM que tu connais aujourd'hui, sur des thématiques bien précises, la radio d'ITélé à l'époque sur la partie news, la radio du PSG sur la partie football, etc., etc., vraiment thématisée, mais avec du contenu live. Et en parallèle de ça, une activité sur les radios de marque. Et du coup, j'ai intégré cette boîte-là assez vite. Et j'ai continué mes 2 années de master en alternance là-bas, en contrat de pro. Et on bossait comme des acharnés là-dessus parce qu'il y avait une dimension événementielle qui était assez incroyable parce qu'on avait des grosses ambitions, quoi. C'est-à-dire qu'on rivalisait avec Énergie à l'époque, etc., etc. Donc, ouais, ça a été une grosse période. Et pourquoi j'en arrive là, c'est que, évidemment, quand tu arrives à Paris, que tu es dans un réseau et que ceux qui t'entourent sont les ex numéro 2, 3, 4 d'énergie et autres, et qui ont monté une boîte, bah forcément, ils ont un réseau énorme. Et moi, en parallèle de ça, je perds mes 2 grands-pères d'un cancer, mes 2 meilleurs amis perdent leur papa la même année d'un cancer. Et avec cette même troupe avec qui je faisais des soirées étudiantes, on se dit que on a bien envie de se mobiliser contre cette maladie, ou en tout cas sur le sujet, et on se retrouve pas dans les actions qui avaient été faites à l'époque par la Ligue, etc., etc. Il y avait rien de très festif, c'était plutôt très axé senior, tu vois. Enfin, on avait du mal à se retrouver dans un moment un peu festif à la Resto du Cœur et autres. Et me vient l'idée de se dire, bah, ok, montons un festival qui s'appelle les Nuits contre le cancer, qui s'appelle Night for Life. L'idée étant de réunir la jeunesse et faire un peu la fête autour de la sensibilisation contre les risques du soleil, de la malbouffe, etc., etc., à vraiment à destination de la jeunesse. Et essayons de réunir sur un plateau un maximum d'artistes en faisant de la billetterie, etc. Et évidemment, mes boss de l'époque me donnent un énorme coup de main, me présentent Énergie, me présentent un peu toute l'industrie musicale et autres pour inviter tous ces artistes. Et c'est comme ça qu'est né le projet Net for Life. Et du coup, on est effectivement autour de 2008-2009, avec une première date de mémoire en 2009 ou 2010. On l'a fait 58, quoi. 2010, j'ai vu en théorie. Ouais. Donc ça a pris quasiment 2 ans à monter, tu vois, c'est ça? Ouais, clairement. Clairement, parce qu'un festival, ça se finance, quoi. Enfin, déjà un concert, parce que c'était d'abord un concert à l'époque, et après, on a essuyé d'abord une centaine de noms, hein, entre les salles qu'on a voulu prendre, les artistes qu'on a voulu inviter, les médias qu'on a voulu inviter. Enfin, c'est un parcours classique d'entrepreneur, hein, mais Vas-y, explique-nous un peu les arcanes, tu vois, de la création de ça, parce que c'est ça qui est intéressant là. Donc, tu es alternant chez Goom Radio, c'est ça? ouais, Tu as ce projet-là en même temps, du coup, en side project, le soir, le exact, week-end, j'imagine, c'est ça. et du coup, pas seul, tu dis, avec des potes, du coup. Non, on a monté ça effectivement avec mes 6 meilleurs amis d'enfance, etc. Et on réunit une petite troupe et on se dit, bon bah ok, super, faisons un concert. Au début, on réfléchit, on se dit, mais est-ce qu'on va s'endetter, on va faire des prêts. Après, on rencontre plein de gens sur le marché, que ce soit en maison de disques, que ce soit dans les médias, que ce soit un petit peu dans toute cette industrie du spectacle que je découvre à l'époque et qui commence à nous en dire un petit peu plus sur les modèles et sur les façons de faire, sur le fait qu'on peut avoir des artistes gratuitement si l'événement est médiatiquement puissant. Donc on se dit, bah, allons voir des médias. Les médias nous disent, oh, bah, ok, nous on y va, mais que s'il y a des artistes. Donc c'est l'histoire du chat qui se mord la queue. Ouais, bien sûr, serpent qui se mord la queue. Ou du serpent qui se mord la queue, Ou effectivement. du chat, Mais oui, ça marche aussi. ça marche aussi. Mais en tout cas, c'est un peu ce paradoxe-là. C'est-à-dire que tu commences et tu te dis, mais il me faut les éléments à gauche, il me faut les éléments à droite. Ni l'un ni l'autre, comment on fait, quoi. Et c'est là où le réseau est important et où les personnalités de confiance sont importantes parce que il y en a qui se portent garant, qui montent à bord du projet, qui vont débloquer la première pierre ou à gauche ou à droite, quoi. Et une fois qu'on a les médias, les artistes derrière, on peut avoir les financements. Et là, pareil, l'idée c'est d'aller voir des partenaires. Et le premier partenaire qui nous a aidé sur le sujet, c'est le Crédit Mutuel. Mon job, c'était effectivement de piloter les annonceurs, les grandes marques qui montaient des radios, et le Crédit Mutuel en faisait partie. Donc on s'est rencontrés effectivement là-dessus, et je leur ai expliqué mon projet et qu'ils ont trouvé cool. J'ai participé à un concours qui s'appelait les Jeunes qui osent chez eux. On a remporté du coup le prix avec ce projet-là. Donc voilà, ça a commencé à faire boule de neige, et on a été enfin on a beaucoup bataillé en tout cas pour participer au financement au maximum du possible avec des partenaires financiers, c'est-à-dire les institutionnels, la ville à l'époque,
le département surtout après par la suite, et après des partenaires privés, fournisseurs et autres. Donc on a essayé de blinder finalement cette partie-là. C'était une stratégie assez importante. Et après pour le reste avec de la billetterie, quoi. Mais ça a été long. Ça a été long, effectivement, 1 an et demi quasiment pour monter cette première date, quoi. C'était qui le ou la première qui est monté à bord, du coup, officiellement? En artiste ou en média ou Ouais, en bah, le premier qui est venu, quoi, enfin, d'un qui est côté ou de ouvert. l'autre. Bah, le premier, ça a été Goom Radio à l'époque. Ça a été Roberto qui m'a ouvert Roberto Surleo, qui est un grand producteur de spectacle aujourd'hui, qui était directeur des programmes d'énergie avant Goom Radio. Donc, enfin, voilà, qui connaissait bien l'industrie musicale. Et c'est lui qui a débloqué la première pierre, quoi, en disant, nous, on sera le média partenaire. On va t'aider à avoir des artistes et à médiatiser l'ensemble. Et c'est comme ça que la première paire a prise, quoi. Et évidemment, après, derrière, bah, le financement plus, la partie médiatique amène les artistes. Et derrière, après, c'est comme ça que l'histoire est née. Après, il a fallu recruter du monde, recruter des bénévoles, parce que 5 années plus tard, ce qui était un concert la première année de 1500-2000 personnes s'est transformé en festival de 2 jours avec quasiment 12 000 personnes, tu vois, sur 2 soirs, plus un village devant, quoi. C'est énorme. Et, et à cette époque-là, du coup, c'est un format associatif, j'imagine. Ouais. Vous payez ou c'est totalement Non, caritatif, même non, non, pour... non, c'était totalement caritatif. Nous, notre volonté, c'était évidemment de reverser un maximum. On avait 2 objectifs. Le premier qui était assez utopique quand tu te lances dans ce genre de projet, tu te dis que tu vas générer des millions et que tu vas changer la vie de tout le monde. Après, tu te rends compte que la réalité business de la rentabilité d'un festival, c'est qu'il faut vraiment que ça cartonne et qu'on se parle de gros volumes pour que ça génère de l'argent. Donc, on s'est vite rendu compte qu'on allait avoir certes une dimension, je dirais, numéraire, monétaire, en essayant d'apporter un maximum de dons auprès de la Ligue contre le cancer, mais il y a aussi une énorme mission de sensibilisation du public qui effectivement, quand tu te retrouves avec 5, 10, 12 000 jeunes et que ton projet est diffusé en télé, c'est l'occasion de raconter, de passer des messages, de fédérer et d'embarquer un petit peu tout le monde. Donc c'était vraiment ce double objectif-là. Et non, et du coup, nous on y tenait vraiment à cœur. Enfin, je t'ai raconté la genèse du projet, mais ça nous tenait vraiment à cœur. Il y avait 0 salarié dans cet asso, il y avait 230 bénévoles. Tu as des anecdotes un petit peu justement sur cette création de ce Ouais, festival, sachant que tu disais voilà 3 à 6 mois vous bossiez les soirs à fond dessus. Ça t'a du coup mis vraiment dans le milieu du spectacle et du divertissement, j'imagine, parce que ah ouais, clairement. ça a peut-être forgé la suite de ta carrière. Ça, c'est à toi de nous dire. Vas-y, Ouais, explique. ouais, complètement. En vrai, ça a été les 6 années les plus formatrices de ma vie en termes ça a été mon MBA en événementiel, quoi. En vrai, on a touché, quand tu gères déjà 230 personnes, si tu veux, pour arriver à un but, quand tu gères 12 000 personnes, on faisait venir, tu vois, à l'époque, on faisait venir sur la fin quasiment 150 personnes de Paris. Euh, on privatisait tous les hôtels de Metz pendant 3 jours. Enfin, c'était une logistique qui était assez dantesque, donc c'était plutôt cool. Ouais, c'était hyper formateur. Ouais, des anecdotes, j'en ai des centaines. Ça a été vraiment passionnant et je pense que celles qui sont les plus importantes, les anecdotes, c'est de se dire que la première année, on perd de l'argent. La première année, tu as donné 1 an et demi de ta vie à un projet. Tu te retrouves avec une salle qui est pas très remplie parce que forcément les artistes vont pas générer, enfin, personne te connaît, donc c'est hyper dur à vendre de la billetterie. Tu connais pas le business encore et autres. Et en plus, tu te retrouves le premier soir avec une espèce d'alerte rouge neige verglas en plein mois de janvier où les médias te disent restez tous chez vous et toi tu as un concert où je me retrouve en larmes, tu vois, dans les coulisses en me disant mais on peut jeter ce projet à la poubelle, on va être la risée du marché, etc. Et où tu te retrouves avec des gens de confiance, tes partenaires, etc. qui te disent mais en fait un festival ça se monte sur plusieurs années, quoi. C'est pas la première année, donc vous allez continuer, ça va être une belle soirée et ça a été une belle soirée. Euh, et on en retiendra à ce qui était sur scène, l'ambiance des backstage, etc., etc. Et tu verras que ça va rouler, quoi. Et c'est vrai que la première année, on a perdu de l'argent, la deuxième, on a équilibré, la troisième, on a remboursé et on a commencé à faire des dons, quoi. Mais quand tu dis que tu as perdu de l'argent, c'est qui finançait? Parce que tu avais de l'argent dans la caisse ou c'est vous qui avez mis au pot?
Non, on a eu la chance d'avoir des partenaires comme la SACEM, etc., à qui on devait de l'argent, qui nous ont dit, bon, on va temporiser, vous allez mettre un an de plus à nous régler, etc., etc., qui étaient des droits, et très honnêtement, je Ouais. les remercie parce que ils ont eu cette intelligence et de pas non plus creuser les comptes et autres, parce que si on avait dû s'endetter avec de l'argent qu'on n'avait pas, très clairement, ça aurait jamais marché, quoi. Mais c'est vrai que ils ont été assez souples sur le sujet et ils avaient vu l'énergie qu'on avait déployée dessus en se disant, bon, bah, si vous continuez, il n'y a pas de raison que ça marche pas, et ils ont eu du flair. Bah, on remercie la SACEM encore, du coup, Noël, ça pour s'aimait d'autres, hein, mais c'est vrai et que d'autres. ça a été des gros sujets. Ouais. Nice. Je me dis, donc pendant ce temps, tu es quand même toujours salarié. Tu passes ensuite chez JC Deco, c'est ça? Exact. Toujours en direction commerciale pour vendre des solutions en B2B, du coup, des entreprises qui veulent communiquer. C'est bien ça? Exact. Ouais. Ouais, ouais, je suis arrivé chez Deco enfin, je pense que je suis arrivé chez Deco 4 ans après être arrivé chez Goom. Je me suis débauché du coup par Deco, et là je rejoins un pôle qui s'appelait JC Deco Innovate à l'époque, qui s'occupait des opérations spéciales d'annonceurs qui communiquent sur du mobilier urbain. Et à cette époque-là, avec mon boss, avec Adrien Figula à l'époque, on a l'idée ensemble de se dire que il y a de la place, ou en tout cas il y a un business qui serait hyper intéressant à monter, c'est de se dire que Deco pourrait occuper une place entre les événements des villes et les projets un peu fous des annonceurs. C'est-à-dire qu'on avait tout, toutes les villes de France et autres qui nous disaient, bah, vous êtes Deco, vous êtes en lien avec tous les annonceurs du marché, est-ce que vous pouvez pas nous en présenter un ou deux pour être partenaire de la Fashion Week, des illuminations des Champs-Élysées, etc. Et à l'inverse, on avait tout le marché des annonceurs qui nous disaient, ah, mais vous êtes très proche des villes, est-ce que vous n'avez pas des autorisations pour faire quelque chose d'un peu sympa autour de leurs événements, etc., etc. Et en fait, c'est comme ça que nous est venue l'idée de monter JC Deco Live à l'époque, où on prenait des événements en régie chez Deco, c'est-à-dire on devenait le commercialisateur officiel des droits de partenariat des illuminations des Champs-Élysées, par exemple. On montait ce package-là, on y greffait les droits de partenariat, on y greffait du média de chez Deco, et on faisait un chouette package à destination des annonceurs. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire JC Deco Live. Toujours un peu dans mon ADN de financement d'événements, etc., avec cette mécanique-là. Et ça a cartonné. On a travaillé sur pas mal d'événements chez Deco et dans ce genre-là. Donc là, j'ai abordé plutôt une étape presque média, business et négociation de droit je dirais dans cette petite partie de mon parcours. Ok. Qu'est-ce que tu en as retenu? Parce que moi, ce que je trouve fascinant, tu vois, c'est que tu as continué, du coup, ton métier de direction commerciale, fin de commerciale, slash partenariat, slash négociation et autres, dans ces métiers liés plus ou moins aux médias. Mais Hum. t'as pas plongé dans l'organisation d'événements à temps plein, quoi. Parce que tu Non, as vu que c'était peut-être difficile de financer et de se rémunérer avec les projets comme le Night for Life, c'est ça? ouais, Je cherche à comprendre non, à non, cette mais c'est époque. sûr que ça a dû jouer parce que, j'avais le sentiment en tout cas que j'avais pas fini d'apprendre, euh, et que pour moi, une des dimensions les plus structurantes de l'événementiel, c'était le financement des événements. Et si t'as pas d'argent, bah, malheureusement, tu feras rien, et on le voit, ça se traduit aujourd'hui, sans les partenaires financiers de tout un tas d'événements, de festivals et autres. Aujourd'hui, il y a peu de business models qui tiennent sans le sponsoring. Ça marche encore en billetterie, en concert et autres, mais sur des événements type festival et autres, c'est une dimension extrêmement importante. Et j'étais en tout début de carrière. Tu vois, j'ai le premier Night for Life, je devais avoir 21 ans. Le dernier, j'en avais 25. J'arrivais à peine sur le marché du travail, tu vois. Donc, c'est vrai que quand les premières opportunités business, en intégrant des grandes maisons, type Deco et autres, enfin, j'y ai vu plus une opportunité de grandir professionnellement et de se dire, OK, bah, étoffe-toi, apprends à faire des partenariats XXL, de changer de dimension, changer de ligue. Il sera toujours temps de revenir après sur des projets avec cette force de frappe qui sera beaucoup plus importante. Et c'est vrai que j'ai toujours cette dimension commerce, j'ai toujours cette dimension événementielle et médias, et généralement les trois font assez bon ménage. Et j'ai toujours eu la chance d'avoir des managers et des boîtes qui m'ont autorisé à continuer mon business en parallèle, sur mon temps libre et en off, sans que ça impacte quoi que ce soit à mes performances, parce que ça c'est toujours une condition importante. Euh, et c'est vrai que j'ai continué à faire les deux parce que j'estimais que j'avais pas fini d'apprendre, quoi. Et qu'est-ce qui fait que le Night for Life s'est arrêté? Bah simplement que c'est que quand tu dédies 6 mois de ta vie
soir et week-end à un projet associatif slash caritatif, et que chacun grandit dans ses carrières respectives, le temps libre est de moins en moins important, tu vois. Tu fondes une famille, tu rencontres des gens, ton job te prend de plus en plus de temps, et donc, in fine, le temps que tu peux y consacrer est de plus en plus petit. Plutôt que de faire à moitié, et on posait la question à l'époque de savoir qui est-ce qui allait reprendre, mais c'est extrêmement compliqué quand tu es si impliqué dedans, quand tu as le doigt dans la musique, dans l'industrie et autres, de déléguer cette partie-là et de laisser les clés à quelqu'un. Souvent, ça tient à une très belle équipe, et malheureusement, quand cette équipe s'en va, il y a beaucoup de projets qui disparaissent avec, quoi. Ok. Donc, Ouais, donc c'était peut-être plus sage de tourner la page. ouais, c'était logique. En vrai, Ouais. c'était logique, malheureusement, parce que je suis triste de plus le faire. Maintenant, ça a été une super aventure et autres. C'est pas impossible qu'un jour on remonte une date pour le plaisir ou autre, mais c'était une très belle époque, quoi. Et ensuite, tu pars chez Fimalac. Et ensuite, après, effectivement, 4 ans ou 5 ans chez Deco, je pars chez Fimalac. Et comme quoi, tu vois, les rencontres sont importantes. C'est que mon ancien président chez Goom, Roberto, venait d'arriver chez Fimalac avec sa société de production et me dit Fimalac vient de se lancer dans la production de spectacles, cette activité et autres. Je pense que je pense que il y a moyen de faire quelque chose et de développer un département commercial là-bas. Et effectivement, je rejoins Fimalac Entertainment, qui, pour ceux qui ne Ouais. les connaissent pas, doit être un des plus gros producteurs de spectacles et gestionnaire de salles en France. Puisqu'il venait de racheter 6 ou 7 producteurs de spectacles, les plus grands, Gilbert Coulier, Thierry Suc, etc. Euh, se disent que il est important en tout cas d'imaginer un service commercial qui va imaginer des partenariats, imaginer des privatisations, du naming de salles, tout ce qu'on peut imaginer autour du spectacle vivant en termes de diversification de revenus. Et c'est comme ça que j'intègre Fimalac en créant ce pôle chez Fimalac je ne sais plus quelle année, mais en tout cas, il y a de ça à peu près 8 ans, je pense. Ça peut être 2015, 2015. c'est ça? Ouais. Ouais, sur ton LinkedIn. Ouais. 2015, et tu dis, ouais, pôle d'activité, services financiers. Non, ça c'est C'était là où. sponsoring et marketing manager, accompagnement des sociétés de production du groupe dans le développement et la commercialisation des grands projets musicaux, festivals, comédies Oui, musicales. mon job là-bas, c'était assez simple. C'était d'accompagner les artistes sur la recherche de sponsors pour leur tournée. Euh, et j'ai accompagné Indochine, Jamel, Angèle sur leur premier partenariat, ou monter des partenariats entre des marques et un réseau de salles. Tu vois, où là, par exemple, tu imagines un partenariat entre les porteurs d'American Express et tous les théâtres qu'avait Fimalac à Paris. Voilà, l'idée c'était d'imaginer des belles histoires entre des marques et des assets du groupe Fimalac. Avec des activations, j'imagine, derrière de l'événementiel pour, j'imagine, mettre la marque, enfin faire de la commune comme événementiel ou pas du tout? Ouais, complètement. Tu vois, quand on a imaginé des partenariats de Stromae, par exemple, qui voulaient des activations très green, l'idée c'est de faire des partenariats avec des activations. Et les activations, ça pouvait être, dans le cas de Stromae, des activations autour de fondations du climat, parce qu'il y était très attaché. Ou alors, quand on a fait les partenariats de tournée avec Jamel, avec Dacia, l'idée c'était d'exposer, tu vois, des véhicules avec une kiss cam dedans, où les gens pouvaient rentrer dans le véhicule avant le spectacle et se faire diffuser sur les écrans géants en attendant le début du show. Enfin, c'était toute cette créativité-là qu'il fallait mettre au service et des marques et des agences. Ok, trop cool. Et d'où vient le monumental, du coup, monumental? Parle-nous Euh, un peu de ça, parce que c'est sur la fin de Fimalac, si je dis pas de bêtises, si on en croit hmm. les dates que tu as évoquées. Tu Déjà, te plonges dans l'organisation ou la co-organisation de spectacles et de shows toi-même, là. ouais, c'est ça, exactement. Comme quoi, on y revient toujours, tu vois, mais avec une certaine maturité, avec d'autres réflexes. Mais déjà, c'est la rencontre avec Mickaël qui a été faite sur la fin de Net for Life, puisque Mickaël est venu mixer, et, on s'est hyper bien entendu, on est devenus très amis. Je l'ai aidé, du coup, sur la coproduction de son Olympia quelques années plus tard. Ça doit être autour de 2013. Et à ce moment-là, le Crédit Mutuel devient partenaire de cette date, et on crée un lien entre Mickaël, le Crédit Mutuel, nous, etc. Et on a monté des dates ponctuelles autour de la fête de la musique où on mixait dans la cour
du Palais Royal ou devant le Louvre, etc. Mais qui sont des dates assez ponctuelles, tactiques. Et arrive la fête de la musique il y a 4 ans où Comment tu fais ça? Mickaël... Comment? Juste, comment tu montes une date dans les jardins du Palais Royal? Enfin, Soit tu es appelé par les villes parce que tu ou dis les ça comme mairies. ça, en détente, mais Non, peut-être mais que certaines il y, personnes y avait des dates dans n'écoutent lesquelles pas. Mickaël était programmé en tant que DJ sur des Ouais. scènes de la fête de la musique. Et parfois, selon les affinités que tu pouvais avoir avec certaines mairies ou alors avec certaines agences et autres, tu pouvais imaginer pousser des concepts en disant bah, pourquoi on n'irait pas plus loin en proposant ceci ou cela. Et c'est comme ça que Mickaël a souvent le lead là-dessus et qui poussait les mairies à aller plus loin en disant bah, organisons une grande scène, organisons ceci ou cela pour aller plus loin. Et c'est de fil en aiguille, c'est comme ça qu'est venue une date assez clé de l'histoire monumentale qui est la Monnaie de Paris il y a 4 ans, où Mickaël est invité à jouer pendant la fête de la musique dans la cour de la Monnaie de Paris. Et il s'avère qu'il y avait une œuvre d'un artiste en plein cœur de ça. Et on invite pas mal de partenaires parce que la date était sympa et autres. Michael mix et on se regarde tous en se disant mais en fait il y a une espèce d'osmose ou une atmosphère assez incroyable qui mélangeait musique électronique, du monde autour, en plein cœur d'un monument historique architectural incroyable et cette espèce d'œuvre artistique, les lumières, etc. Et on s'est dit mais en fait il y a un truc à faire parce que on est sur un modèle à mi-chemin entre la salle de concert et le festival. Mhm. On profite d'un cadre assez incroyable pour faire découvrir un lieu. Et c'est comme ça qu'avec Michael, on s'est posé et qu'on a écrit le concept de Monumental Tour en se disant comment on fait pour allier musique électronique, patrimoine et solidarité euh, et qu'on crée un concept qui s'appelle Monumental Tour. Et c'est de là qu'est née l'idée de Monumental Tour avec plusieurs composantes. L'idée, c'était de évidemment, de faire découvrir, si tu veux, des monuments historiques à un public qui n'a pas forcément l'habitude de les traverser. Michael est un fan de patrimoine. Et l'idée, Mhm. c'était de se dire comment on drive des jeunes, ou en tout cas des publics différents, dans les musées, dans les sites architecturaux. Parce que généralement, l'écueil que tu rencontres, c'est on aura toute notre retraite pour faire les vieux musées, les vieux châteaux, quoi. Et en vrai, à travers ces événements-là, l'idée c'était de leur dire, bon, voilà, c'est un super prétexte pour les découvrir ou redécouvrir un lieu euh, autour d'une musique électronique qui est composée spécialement pour l'événement et qui est mise en lumière avec un show de mapping qui est fait avec nos amis de Davé Extended et Jérémy Bello et qui est complètement synchronisé en son, en lumière, en laser et en mapping. Et on Mapping, a rajouté c'est mapping pour ceux qui connaissent pas, tu peux expliquer? c'est la projection de vidéos ou de contenus digitaux, vidéos et autres sur la façade qui sert de fond, en fait, de fond blanc, et qui vient surligner l'architecture, les colonnes, les fenêtres et autres. Et on joue finalement entre l'art digital et l'architecture du lieu, quoi. Euh, et on a rajouté une dimension solidaire à ce projet, puisqu'on lui a rajouté une dimension, je dirais, presque, ouais, on va dire solidaire. L'idée, c'était de se dire, finançons ces projets par des partenaires, rendons l'expérience gratuite pour le grand public et amenons le public à faire un don pour rénover tout ou partie des monuments qu'on traverse. Et en fait, est né comme ça l'espèce de business model un peu atypique de Monumental Tour, qui est un mariage entre des institutionnels, des partenaires privés, des sites qui ont envie de remettre ou de redynamiser leur programmation, et ce public qui a envie de découvrir et du spectacle et redécouvrir le lieu sous une autre couleur, tu vois, et sous une autre scénographie, etc. Redécouvrir un lieu comme il l'avait jamais vu. Et le tout avec comme objectif derrière de continuer à préserver le patrimoine, quoi. Moi, je trouve ça incroyable. Enfin, le concept et tout ce qui est derrière. Vous avez fait quoi là? 13, 14 shows Là, depuis? on en est à notre 17 ou 18e date, là. 17. Ouais, je suis en retard. Ouais. Allez, allez. Château de Ouais, Chantilly, en c'est 4 ans. ça? Mairie de On commence Lisbonne. il y a 4 ans par le Palais Rouen, par le musée Jean Lursa, par
Arras. Ouais, enfin, on en a fait énormément, quoi. Je dirais qu'il y a une date majeure qui est le château de Vincennes en plein Covid. Parce que les premières dates, les 4-5 premières dates sont avec des jauges de 500, 800, 1000, 2000 personnes. Ouais. Euh, ça s'amorce bien, ça se passe bien. Arrive le Covid, évidemment, et comme toutes les productions de spectacles, ben, réinvention, questionnement sur le modèle, etc., etc. Et nous vient à ce moment-là l'idée de se dire, bon, ben, faisons le spectacle coûte que coûte, proposons-le à des télés, proposons-le en diffusion digitale, sur des dates clés type journée du patrimoine, journée européenne du patrimoine et autres, et diffusons-le au plus grand nombre avec une vingtaine, une trentaine de partenaires qui codiffusent en live sur Facebook, sur Instagram, sur toutes les plateformes qu'on peut imaginer, et quitte à unir les forces pour que un maximum de personnes puissent le voir. Et c'est comme ça qu'on a enregistré le château de Vincennes pour les journées du patrimoine, et on est passé d'un show physique à un show digital, et ça a été une étape assez importante du projet et de son évolution, quoi. Et encore une fois, ce projet n'aurait jamais vu le jour sans que des partenaires financiers nous accompagnent. Le Crédit Mutuel en premier lieu, c'est eux qui ont cru et qui ont tout de suite décelé finalement le potentiel de ce concept-là, puisque c'est un des seuls concepts, en tout cas d'entertainment, qui te permet d'aller jusqu'à une sacrée profondeur de territoire. Parce que évidemment, tu as des zéniths dans toutes les grandes villes, tu as des salles de concert dans les villes moyennes, etc., etc. Mais avec ce projet-là, tu peux toucher n'importe quel village de France. On a la chance d'avoir du patrimoine dans tous nos villages. Si demain, on a une problématique parce que le Crédit Mutuel ou un autre partenaire a envie d'animer un territoire hyper stratégique pour une raison X ou Y, on peut tout à fait aller chercher une église, un monument ou autre à animer dans un tout petit village. Et c'est finalement cette rencontre-là entre la stratégie de la marque et des partenaires, la vision artistique de Michael, les objectifs d'animation des sites, que toutes les planètes s'alignent à chaque fois. Tu te rappelles un petit peu les premières dates, comment vous les avez débloquées? C'est donc après la Monnaie de Paris. Là, C'est après. c'était capté, vous aviez une sorte de, enfin, vous Non. avez des vidéos de Bon, ça, on de a des l'époque photos, ou... on a des vidéos. Si vous allez sur la page de Monumental Tour, on a gardé les photos et vidéos de tous les sites. Mais la Je te première date, parle la de la monnaie. Monnaie de Paris, ouais. Enfin, Non. de l'événement qui a donné l'idée, tu vois. Ça, Il y a eu c'était un pas af- capté. C'est après, Non, il y a eu un vous after avez... movie et des photos, quoi. Un after Ouais. movie, des photos, enfin, comme on le faisait toujours sur les événements, quoi. Et l'élément déclencheur, c'est ce brainstorming et ce concept qu'on couche sur le papier en disant voilà, ça va s'appeler Monumental Tour, ça aura telle forme, telle mission et autres. Et après se pose la première question de se dire ok, où est-ce qu'on va, quoi. Où est-ce qu'on va et on va dans quel lieu. Et et Mickaël et moi, quand on s'est posé sur les premières dates, les premiers lieux qu'on avait envie de faire, bah forcément, la première chose qu'on a cherché, c'était des partenaires financiers sur la date, parce que là, tu pars de zéro, et donc il vaut mieux s'appuyer là-dessus. Et on a échangé sur quelles étaient les régions un peu clés qu'ils avaient envie d'activer, notamment le Crédit Mutuel, et on a cherché des lieux en lien avec tout ça. Et après, l'idée, c'était d'aller convaincre chacun des lieux, d'accueillir le concept, parce que quand tu leur dis que tu vas faire un concert électro dans un palais Rouen à Strasbourg ou autre, bah forcément c'est pas gagné, hein, parce que entre ceux qui pensent que tu vas faire une rave party avec et les autres Ouais. qui connaissent à peine la musique électronique et autres, donc c'était vraiment très dur. Honnêtement, les premiers mois, tous les premiers mois de démarchage de sites, etc., ça a été la croix et la bannière, jusqu'à ce que on arrive à conclure des partenariats aussi assez intéressants avec le centre des monuments nationaux, Ouais. tu vois, qui commence à monter à bord, l'INA, la SACEM, etc. Donc, l'une des chances de ce projet-là, c'est dans ces partenariats qu'ils ont et dans les garants qui ont accompagné ce projet. Parce que c'est ce qui Ça a pris permet de combien de temps, débloquer ça? les sites. Ça dure bien 8 mois, quoi. Ça dure bien 8 mois entre l'idée et les premières dates, quoi. 8-10 mois, Ouais. facile. Ok. Et qui travaille autour de ça? Vous vous entourez de qui, là, du coup, pour, si on rentre un peu dans le détail Ouais, si tu d'un veux, il y a projet un tel bureau, celui-là? il y a un bureau de quelques personnes clés, si tu veux, qui travaillent autour du projet et qui sont les fondateurs, cofondateurs, coproducteurs et autres. Et tu as après, évidemment, toute une constellation de freelance et de prestataires et de partenaires qui travaillent de manière récurrente et régulière avec tout le monde, quoi. Et c'est
Qu'est-ce qu'ils font le bureau du coup? T'as toi au commerce, Mickaël à Ouais, Michael à artistique, enfin, l'artistique, un peu à la prod, un peu à la négociation des sites et à la représentation. T'as Daniel, évidemment, qui travaille beaucoup sur la prod et autres, et sur la partie mapping après, qui est un des éléments clés, avec Extended et Jérémy Bello, qui font la direction artistique aussi un petit peu, évidemment toute la direction du mapping. Et après, tu as des équipes techniques, des directeurs de prod, des directeurs techniques qui nous accompagnent, des directeurs lumière. Enfin, on a essayé de monter un crew assez récurrent sur toutes les dates, développer des techniques pour synchroniser le mapping, le son, la lumière, l'audio quand tu le joues. Enfin, effectivement, après 4 ans, le projet il est hyper abouti. Ouais. parce que pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas ce milieu, euh, ça prend combien de temps d'arriver sur une date comme ça? Tu vas place Stanislas à Nancy, tu mets quoi, deux jours, 3 jours, un jour pour tout monter parce qu'il y a des répètes, j'imagine aussi. Enfin, un peu comme tu vois, c'est la fête des Lumières, on se parle à Lyon, tu vois, donc il y a pas mal de choses. C'était hier, au mercredi, les répètes. Et En ça fait, prend quelques jours à monter, tu vois. ça dépend des configurations des sites, des facilités d'accès, de l'ambition technique qu'on a sur chacun des sites et donc des budgets. Mais grosso modo, on vient généralement 3-4 jours avant, minimum. Il y a 1 à 2 jours, ou voire 3 max de montage. Tu as 1 à 2 nuits de répète quand tout va bien, et tu as une soirée de show. Et après, tu as 1 à 2 journées de démontage derrière. Quoi. Mais il y a des dates qui sont plus compliquées. Tu vois, quand tu fais le Mont-Saint-Michel, tu es obligé de monter une bonne partie en hélicoptère. Tu es obligé de prendre des sas au cas où il y a du brouillard, au cas où les hélicos peuvent pas monter, etc. etc. Donc, il y a des dates qui sont plus compliquées que d'autres. Quoi. Donc, C'est quoi des sas? bah, tu prends des sas en termes d'agenda, si tu veux, où tu te dis, bon, bah voilà, il me faut 3 ou 4 jours de rab au cas où j'ai 1 ou 2 ou 3 jours de mauvais temps. Donc, tu prends du rab, quoi. Donc tu essaies d'anticiper un peu tous ces problèmes, toutes ces problématiques-là, quoi. Ok. Ouais, intéressant. C'était quoi les trucs les plus durs ou les plus fous que vous avez fait sur le Monumental? Et après, tu vas me parler peut-être du futur de tout ça, mais Non, qu'est-ce qu'on a fait de plus fou? Moi, ouais, je pense que ça dépend des catégories. On va se dire que le plus gros challenge, tu vois. ouais, ouais, je pense que euh, le plus gros challenge technique, franchement, je pense que ça peut être pas mal le Mont-Saint-Michel en un, je dirais, de par son accès improbable. En plus, on était en pleine période de grande marée, donc 2-3 heures par jour, t'as plus accès. Enfin, bref, en logistique, c'est vraiment un enfer. Et puis, tu avais l'impression d'être un peu seul au monde tout en haut là sur ce sujet-là. Donc Mhm. vraiment assez atypique. Dans le même genre, la Tour Eiffel, on vient de tourner, et qui sera diffusé le 27 décembre prochain. Pareil, un défi logistique juste dantesque. Euh, Il y avait du ah, public? Parce que quand tu dis on vient de tourner, ouais, alors ça c'est une des particularités du show, c'est que aujourd'hui il vit soit sur un format grand public, avec un format live, dans lequel on réunit 5, 10, 15, 20, 22 000 personnes comme on a pu faire à Nancy, euh, ou il y a des dates aussi assez télégéniques, ou en tout cas mhm. digitales, parce que la capacité du lieu ne peut pas accueillir le public, mais le show qu'on rend est tellement dingue, si tu veux, que il a vocation plus à être diffusé à l'image, avec des vues de drone, etc. Et finalement, on oscille entre ces concepts-là, c'est-à-dire des concepts publics, des concepts hybrides ou des concepts full digital, full télé, quoi. Compris. Donc le Mont Saint-Michel était un show comme la Tour Eiffel, c'est-à-dire avec une capacité de public hyper faible. C'est-à-dire que nous, on a toujours une centaine d'invités qui sont issus de nos partenaires, qui viennent sur place et qui viennent assister à l'enregistrement ou autre, mais il n'y a pas de public à proprement parler sur les dates, quoi, sur ces dates-là. Ok. Et après, en termes d'effervescence, la place Stanislas à Nancy avec 22 000 personnes, clairement, c'est une grande fierté. C'était en termes d'ambiance, en termes d'euphorie et autres, quand tu fais 22 000 personnes, c'est déjà un beau stade de région. Donc, ouais, c'était assez fou. Ouais. Clairement, Ok. c'est une belle fierté. Et en plus, dans l'Est, donc Proche de Metz et pas Metz. proche de la maison. Mais un peu même question que tout à l'heure, hein, c'est pas pour parler que de ça, mais toi, tu t'es rémunéré là-dessus? Enfin, ou est-ce que c'est pareil, un projet que tu as fait uniquement on the side pour la bonne cause?
Non, T'as non, pas de honte là, à... pour le coup, c'est un vrai projet commercial. Non, 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 c'est un vrai projet commercial. Chacun a ses sociétés sur le sujet, etc. Donc, non, non, là, pour le coup, c'est plus du caritatif et il y a effectivement quoi, pour ambition de le développer et d'aller vachement plus loin avec ce projet-là. Ok, bah vas-y, parle-nous-en du coup, parce que moi la question que j'ai, on en parlait légèrement en off tout à l'heure. Après, tu nous parleras peut-être un peu de TF1, parce que c'est ce qui est important, c'est ton quotidien. Justement, aujourd'hui, tu travailles chez TF1. Est-ce que t'es pas tenté, et c'est pas pour leur dire que tu vas partir ou quoi par rapport à ce podcast, mais tu as ces idées entrepreneuriales, tu montes des trucs avec des gens. Pourquoi aujourd'hui On tu passes switche pas pas. ouais, tu passes pas de l'autre côté, ouais. Bah, pareil, je pense que j'ai pas encore fini d'apprendre et les challenges que j'ai aujourd'hui chez TF1, ils sont tellement dingues enfin, pour l'instant, c'est un crève-cœur d'abandonner l'un ou l'autre, quoi. Et c'est vrai que tu peux être, tu peux participer à des projets à côté sans en être acteur tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, Monumental Tour, certes, a fait des trucs incroyables, mais c'est pas encore une assez grande maison pour rémunérer autant de monde, si tu veux, à temps plein sur le sujet. Donc, c'est des très beaux projets euh, qu'il faut faire grandir doucement ou à son rythme pour rester en phase aussi avec l'ambition artistique, l'exigence artistique et l'idée qu'on se fait de ce développement-là. Et à l'inverse, ben, la vie du quotidien, elle continue, quoi. C'est-à-dire que t'as des familles, t'as une famille, t'as des projets, t'as du patrimoine, etc., etc. Et t'as des vrais challenges chez TF1. Quand je suis arrivé chez TF1 il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, chez TF1 Factory, avec un challenge incroyable de développer cette cellule. Pareil, tu vois, j'en suis un peu. C'est toujours toujours assez fou de conjuguer les deux. Au début, tu as Ouais, l'impression que l'un va tu fais manger de l'autre. l'intrapreneuriat un peu au final, C'est un peu ça, parce que dans toutes les missions dans lesquelles tu es passé, chez JC, chez Fimalac, maintenant chez TF1, ouais, tu développes des nouvelles cellules, des nouveaux business et tout ça, donc il y a ce côté très intrapreneur limite ouais, c'est dans ça, ce ouais. que tu fais. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends, tu vois. Ouais, clairement. Et c'est pas incompatible. Et je remercie tous mes managers et les directions des boîtes que j'ai pu parcourir de m'avoir laissé la chance de continuer en parallèle ces sujets-là. Parce que je leur ai prouvé qu'il n'y avait pas d'impact sur le day-to-day, tu vois, de l'un ou de l'autre. Et au contraire, qu'il y avait même des synergies entre les sujets, quoi. Il y a des Mm. partenaires de l'un qui vont venir être intéressés par les sujets de l'autre et vice-versa. Et tant mieux. C'est une vraie chance et une vraie richesse parce que du coup, tu mélanges les réseaux, tu mélanges les opportunités, tu mélanges tout ça. Il faut plus le voir comme une chance en tout cas que comme un frein au développement ou des salariés ou des collaborateurs. Donc moi, effectivement, si demain j'ai des personnes dans mon équipe qui ont ce genre de projet, je leur dirais évidemment de foncer si ça respecte tout le même cahier des charges que j'ai eu moi en arrivant, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est clairement le multitasking, le multiprojet, il peut être bon aussi pour l'épanouissement, la créativité, et après, faut fixer un cadre, et puis ça Ouais, peut c'est très bien ça. marcher. Il y a des gens qui ont un énorme engagement associatif à côté de leur boulot, et ça marche très bien. Ouais, bah, tout à fait. Ouais. Il reste du temps normalement à côté du job pour faire des choses. C'est pas encore très français d'empiler les couches, d'empiler les casquettes et tout ça. Bien sûr, il faut le faire dans un certain respect aussi du travail, du repos, de tout un La tas famille. de choses. Mais si effectivement tu as du temps pour faire de l'associatif à côté, tu peux forcément avoir du temps pour créer un business à côté et puis pour l'organiser. C'est sûr que tu peux pas y être à plein temps dans les deux côtés. Mais en tout cas, si tu t'organises bien, si tu t'appuies sur des équipes talentueuses et que tu t'organises pour le laisser grandir comme il faut, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Yes. On arrive un peu sur la fin par rapport au temps que tu m'as donné. Tu peux nous parler rapidement de TF1. Après, j'aurai quelques questions pour Ouais, bien clôturer sûr. sur le futur, ta vision du milieu, etc. Vas-y. Avec TF1, plaisir, du ouais. coup. TF1 Factory. TF1 Factory. TF1 Factory, c'est un peu la rencontre de tous mes jobs que j'ai pu passer que j'ai pu faire un peu par le passé, parce que TF1 Factory, c'est une agence de production cross-média qui s'appuie sur les forces et les assets du groupe TF1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est évidemment une cellule de diversification du groupe, mais qui accompagne les annonceurs, ou en tout cas le marché B2B, sur 3 grandes verticales. L'audiovisuel, c'est assez naturel, c'est TF1, donc créer de la vidéo, créer des web-séries, créer du brand content, créer des programmes courts, etc. C'est vraiment notre job, et c'est le savoir-faire du groupe. Donc ça, c'est évidemment la première partie. La deuxième partie, c'est la partie événementielle. Donc
on loue les espaces de TF1, on loue les assets de TF1 pour y faire des événements corporate, B2B ou B2C. Plateau TV, tout Plateau ça. de télé, demain tu The veux louer le Voice. plateau de la Starac, de The Voice, ou de Danser avec les stars pour ton événement, ou voire même juste dans la tour TF1, tu as des espaces qu'on loue aujourd'hui pour y faire des séminaires ou ce genre de choses. Donc on a vraiment cette partie-là. Et dans cette partie événementielle-là, on y inclut toute la partie, ce qu'on appelle la corporate broadcast, c'est-à-dire louer nos studios et créer des émissions de télé pour les marques, pour justement changer d'un Teams ou d'un Zoom et de faire leur AG, si tu veux, sous format d'émission de télé avec toute l'expertise de TF1, c'est-à-dire l'expertise éditoriale de comment on construit une émission, comment on l'anime, comment on la représente, avec qui, etc. Et la troisième grande verticale de TF1 Factory, c'est la gestion des personnalités et des talents, puisque on gère aujourd'hui toutes les personnalités du groupe TF1 dans leurs interactions qu'elles peuvent avoir avec le marché B2B et les annonceurs. Donc ça va de l'égérie, c'est-à-dire que quand tu as une personnalité qui devient égérie d'une marque, jusqu'à l'animation d'un événement par une des personnalités ou demain par exemple l'animation d'une conférence ou des opérations spéciales télé qu'on fait avec certaines des marques. Donc ouais, le spectre est assez large et finalement ça recoupe pas mal de mes métiers d'avant. C'est pour ça que le challenge était vraiment sympa et j'ai rejoint vraiment une très très belle équipe. Bah écoute, c'est super et ça fait le lien avec ce que je voulais te poser par rapport à ta carrière comme question. C'est quoi toi on pourrait dire les astuces, tu vois, ou en tout cas les principes, tu vois, sur lesquels tu reposes, que tu pourrais partager à ceux qui vont nous écouter, ceux qui nous écoutent. Bon, alors après, j'ai pas une longue carrière et tout ça, mais c'est Quand même, du petit bout de chemin que j'ai le CV, fait. il est long. Ouais, le CV est un peu long, mais j'espère que je suis encore un peu jeune. Mais je me suis jamais posé cette question, elle est bonne. Mais en tout cas, moi, j'ai des principes qui m'habitent personnellement et que j'applique en pro et qui, je pense, peuvent que aider, en tout cas, dans les carrières de chacun. Euh, le premier, c'est la fidélité. Honnêtement, je pense que il n'y a pas meilleur vecteur dans le business que la fidélité et que quand on quitte une boîte, on la quitte propre. Quand on finit une aventure, on la finit bien. Quand on est loyal à quelqu'un, on l'est jusqu'au bout, etc. En business, en tout cas, ça a été une des clés. Moi, je m'entends hyper bien avec tous mes anciens boss, avec toutes mes anciennes sociétés avec lesquelles j'ai pu passer et autres. Enfin, voilà, c'est pas parce qu'on partage plus les mêmes objectifs qu'on est obligé de se fâcher. Et on pourra toujours s'apporter des choses par la suite, etc. En tout cas, cette partie-là, elle est hyper importante pour moi. Le réseau, c'en est un autre. Je pense que moi, je pars d'une toute petite ville de Moselle-Est où je connaissais personne, etc. Et très honnêtement, plus on s'intéresse aux autres, plus on va chercher l'opportunité, plus on y va au culot, plus on demande des rendez-vous avec certains pour partager juste un café ou autre et Ouais, échanger sur des visions, son Ouais. expertise ou juste échanger quoi et s'intéresser les uns aux autres et autres. Bah c'est vecteur d'opportunités, de réseau et autres. Et c'est ce qui, moi en tout cas, m'aura permis d'arriver jusqu'ici quoi. Et je conseille à tout le monde d'entretenir son réseau, de stimuler le réseau et de passer un maximum de temps là-dessus. Parce que c'est ce qui va débloquer des portes, ouvrir des portes, faciliter des choses, créer des synergies, créer des partenariats, ce genre de choses. En tout cas, moi, en tout cas, c'est une des recettes clés de mon petit bout d'aventure. Très bien. Donc, Et puis le travail, hein. En vrai, si tu travailles 2 heures de plus, si tu travailles 3 heures de plus que tous les autres chaque jour, si tu veux, tu auras, 3 heures par semaine, ça fait 21 heures, 21 heures fois 52 semaines, je te laisse imaginer combien de jours de travail en plus et d'opportunités en plus tu arrives à générer, quoi. Enfin, il n'y a pas de secret, quoi. encore faut-il que ce soit du vrai travail. Parce que si c'est du scroll sur Insta, c'est peut-être différent. Enfin, ça peut Quand être tu bosses intéressant pour de toi, l'exercer. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais quand tu bosses Parce que vraiment pour souvent, tes projets, ça marche jamais avec du bien, scroll. ouais, je bosse 15 heures, sauf que si tu es efficace que 2 heures, après, bon, ça peut être efficace de bosser que 2 heures, mais il faut pas se tromper. Ouais. Ça se C'est voit du vite, hein, travail de toute acharné. façon. Mais bien Ça, sûr, bien sûr. ça se voit vite, généralement. Ok. C'est quoi les trucs, ça c'est une question que je pose un peu à tout le monde, chacun a des réponses différentes, les trucs qui t'inspirent le plus, justement en termes de divertissement, event, ça peut être des personnes aussi, des créateurs, des entrepreneurs, des artistes, qui justement, Euh, dans ta carrière, ont forgé des choses dans ton esprit, ou là, en ce moment, tu vois, tu te dis, tel ou tel artiste, tel ou tel show, tel ou tel événement me fait kiffer, tu vois, en tout cas, où j'aimerais atteindre ça, bosser pour eux, je sais pas.
Alors, j'ai pas de. euh, il y a plein de réponses dans la question, mais il y en a quelques-unes qui sont inspirantes. En tout cas, moi, j'ai une personnalité qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai vu son biopic, quand j'ai lu son livre et tout. Enfin, c'est le parcours de Walt Disney, par exemple. On parle des gens qui font kiffer. Lui, je pense que il doit être dans le top 10, tu vois, des gens qui ont fait kiffer la planète et qui continuent de le faire. Quand tu lis son parcours et quand tu vois à quel point le mec a joué sa life sur tous les projets, quand le mec avait fait son premier film, il a hypothéqué sa maison, si tu veux, pour faire le deuxième. Et toute sa vie a été comme ça, quoi. Quand il a, enfin, tu vois, quand il a, et pour moi, c'est assez parlant des efforts et des sacrifices qu'il faut faire pour en arriver là, tu vois. Et je crois peu, de toute façon, au travail tout cuit dans le bec ou des projets tout cuits hyper faciles et autres. Enfin, pour moi, ça existe très peu. Parfois, on peut avoir la chance de le faire, mais les vraies belles aventures, elles naissent avec le goût de l'effort et le risque. Parce qu'on est dans une société qui prend de moins en moins de risques. Et c'est vrai que quand le mec il te dit, bah, moi je vais faire le parc Disneyland et qu'il hypothèque toute sa life, sachant qu'il avait déjà tout le truc. Enfin, tu te dis, le mec, Ouais. il aurait pu s'arrêter là et de se dire, bah, c'est bon, je passe à autre chose et autres. Bah non, en fait, le mec, il y retourne, il a encore envie d'aller plus grand, plus loin et autres. Donc voilà, il y a une personnalité qui m'inspire pas mal, c'est effectivement Walt. Et après, sur la partie événementielle, qu'est-ce qui m'inspire? Enfin, j'ai des goûts assez larges. J'écoute aussi bien du classique que de la pop, que de l'urbain. C'est pas tant les styles d'événements c'est pas tant le style d'événement qui drive mon truc, mais pour moi, c'est l'émotion, quoi. L'émotion, enfin, à partir du moment où tu as les frissons, où tu as les poils qui se lèvent, pour moi, enfin, c'est ça qui doit driver un événement. Peu importe ce que c'est, du séminaire au festival jusqu'à une cérémonie de télé. Si tu arrives à créer ce truc, pour moi, tu auras réussi à faire un bel événement. En tout cas, un événement réussi, pour moi, c'est quelque chose qui fait naître ces sensations-là chez les gens. Et c'est quoi le dernier truc auquel tu as participé ou peut-être créé qui t'a amené le plus d'émotions? Le plus des... Ouais, honnêtement, on Ou les sort émotions les de... plus fortes? Enfin, pas le plus dans le sens, elles étaient nombreuses, mais Non, pas non, non mais plus un wow effect, quoi. il y en a trois. Je dirais que le plus récent, c'est la Tour Eiffel. Parce que quand t'es au pied de la Tour Eiffel et que tu te dis que c'est toi qui est en train de, enfin, en tout cas, c'est ton projet qui est en train d'être projeté sur la Tour Eiffel et que Hmm. ça doit être le monument le plus Connu au monde, populaire dans le j'imagine. monde ou autre, enfin, quasiment un des monuments iconiques dans le monde, quoi. Donc ça te met un peu les larmes, en vrai. Quand tu as 22 000 personnes sur une place qui sont réunies et qui, enfin voilà, pareil, ça fait partie de mon top 3. Et après, t'as d'autres styles d'émotions, mais c'est des émotions business où tu te dis que tu as réussi un vrai challenge, tu vois. Euh, Avec TF1 Factory, on a organisé la cérémonie The Best pour la FIFA, qu'on a sorti, qui est l'équivalent des Césars du foot, hein, tu vois, qu'on a fait à la salle Playel avec 250 journalistes, 2500, enfin, Mbappé, Messi, enfin, toute la planète football, qu'on a monté ça en l'espace de presque 2 mois et demi. Quand tu as sorti ça, tu te dis que, ouais, enfin, clairement, là, tu as des vraies émotions business en te disant, ouais, franchement, j'ai réussi un vrai truc et que tout se passe bien et que quand tu as, je sais pas, 500 personnes qui travaillent dessus, enfin, c'est chaud, quoi. Mais en tout cas, c'est d'autres styles d'émotions. Très bien. Ça va très bien comme réponse. Deux dernières questions et je te laisse. C'est quoi ta vision du futur justement du divertissement parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent changer actuellement. Il y a l'IA qui arrive, qui va peut-être rabattre des cartes dans notre productivité quotidienne, dans les jobs, dans pas mal de choses. Moi, je suis un fervent défenseur justement de l'émotion physique, justement des rassemblements, des événements, tout ça. Quelle est ta vision? Où est-ce que tu penses que ça va aller? Ou quels seront les prochains gros trucs? Si tu as une réponse, tu n'es pas obligé de... Non, non, mais c'est évidemment des questions d'actu, hein, qui sont d'autant plus d'actu qu'on les a débattues pendant le Covid. Parce que quand tu mets la planète spectacle à l'arrêt et que du jour au lendemain, tu te dis comment je vais réinventer ce modèle et comment je vais quand même tenter de faire kiffer. On a réussi à digitaliser pas mal de choses pendant la période de Covid. Enfin, on voit le travail, on voit pas mal de choses, les interviews qu'on est en train de faire, tu vois, et tout ça. Mais il y a un truc qu'on n'a pas réussi à digitaliser, c'est le live et c'est le Hmm. spectacle. On a essayé, tu vois, enfin, il y a eu des tentatives, il y a eu des choses qui ont marché, mais qui se ressemblent plus à des émissions de télé qui sont très bien, hein, mais qui remplaceront jamais un concert, qui remplaceront jamais la base que tu ressens quand tu es avec 20 000 personnes dans un public, etc., etc., ou qu'il y a une salle, un stade qui chante en chœur, tu vois, un morceau ou un truc. Pour moi, je pense pas que ça, enfin, on arrivera à digitaliser ça. Et
et tant mieux en quelque sorte, parce que c'est aussi un maillon du lien humain qui est hyper important à garder. Je pense que la digitalisation elle a du bon sur plein de sujets et que l'IA va nous aider à faire plein de choses. Pour moi, c'est plus comme un outil, tu vois, qui va accélérer les process, la productivité, tout un tas de choses. Mais on remplace, j'espère au fond de moi, tu vois, qu'on remplacera pas ça et qu'on arrivera à maintenir. Je suis assez convaincu du fait que ce modèle-là continue à exister. C'est peut-être le modèle qui aura le plus le vent en poupe ou qui sera le moins en danger, je pense, dans les années à venir. Parce que les gens auront d'autant plus besoin de se réunir. On le voit sur le marché corporate. C'est exactement la même chose avec le live. Les festivals sont pleins, les concerts sont pleins. Donc, tu vois, ça reflète vraiment un besoin pour l'humanité de se retrouver autour de grandes cérémonies, quoi. On est complètement d'accord. Dernière question. Mathieu, quel est ton futur et ton potentiel rêve? De quoi tu rêves pour ta carrière, justement pour le Monumental? Où est-ce que ça va? C'est quoi les prochaines étapes? Ce qui arrive là dans les prochaines années? Mon futur à moi, je sais pas, parce que j'aime bien me laisser porter par les opportunités, par les actus et tout. Et comme on forme nos enfants à des métiers qui existent pas, enfin, dont les métiers n'existent pas encore, donc on va savoir, tu vois, les opportunités dans 5 ans, dans 10 ans. Mais ce qui est sûr, pour te répondre sur le Monumental Tour, parce que c'est un peu plus clair, mais on a des vrais souhaits à l'international pour le Monumental Tour. On a fait une première date à Lisbonne, on en a fait une autre à Gênes. C'est clairement un axe de développement majeur pour le projet, de faire voyager ce projet, de le faire grandir, etc. Donc ouais, il y a encore un très très beau morceau d'aventure là-dessus. Et après, il y a plein d'autres projets qui sont dans les cartons, mais qu'on peut pas encore évoquer. Mais quand on est créatif un jour, on est créatif toujours normalement. Donc je pense aussi, ouais. Il y a de quoi faire. Ok. Bah écoute, on va te suivre sur LinkedIn plutôt. C'est là où on te suit le mieux. Ouais, LinkedIn, ouais. Exactement. Qui est une belle plateforme pour suivre un petit peu l'actu de tout le monde. Eh ben, parfait. Bah écoute, merci en tout cas pour ce temps. J'espère que ça aura été intéressant pour ceux qui nous auront écoutés. En tout cas, pour moi, ça l'a été. De découvrir un petit peu les arcanes de ce que tu as fait dans ta carrière pour faire kiffer des gens. Même s'il y a aussi beaucoup de commercial et on va le rappeler, c'est quand même super important justement, comme tu l'as dit, pour faire éclore des projets, surtout dans l'événementiel et le divertissement. S'il n'y a pas de financeurs, bah, souvent les projets ne démarrent pas. Exact. Et puis écoute, je te souhaite une très belle suite de carrière, de bonnes fêtes de fin d'année. Bah, tout pareil, merci Morgane pour cette belle initiative. Franchement, c'était sympa cet échange et je pense que c'est cool de faire partager des profils qui font kiffer les gens parce que c'est important, notamment dans la période qu'on traverse en ce moment. Exactement, c'est pour ça que je le fais. Merci à toi Mathieu. Merci, à bientôt. Merci. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram ainsi que la version longue sur YouTube du podcast. Si vous avez un projet ou idée d'événement, de lieu de loisirs, de concept de divertissement que vous souhaitez concrétiser, si vous avez besoin de renfort sur un événement pour de la gestion opérationnelle, ou enfin si vous avez besoin de créativité pour créer une expérience client de dingue afin de faire kiffer les gens, notre expertise pourrait vous être utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello, HE2LO, @cfklg.com. Merci beaucoup et à très vite.